mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. L'instant précis où Monet entre dans l'atelier. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il pousse la porte de l'atelier dans le jour naissant encore gris. C'est le moment du jour que je préfère. C'est l'heure bénie où l'œuvre nous attend. L'aube est fraîche, l'air vif picote les joues. Il est un peu plus de 6h30 du matin. Pas un bruit au loin dans la maison endormie qu'on vient de quitter, quelques pépiments d'oiseaux dans le jardin où les arbres sont immobiles comme le silence. C'est un de ces matins du monde, comme il y en a tous les jours en Normandie, dans les villages que bordent l'Eure et la Seine. Nous sommes à l'été 1916. Depuis quelques mois, Monet a pris possession du grand atelier qu'il s'est fait construire en haut de son jardin pour pouvoir travailler sur les vastes formats des panneaux des nymphéas. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier, où il passe la frontière entre la vie qu'il laisse derrière lui et l'art qu'il va rejoindre. Derrière lui, derrière son corps massif qui s'apprête à pénétrer dans l'atelier des nymphéas, c'est la vie qu'il laisse dans son sillage, la vie et ses misères, du corps, de l'âme, la vie qui, depuis quelques mois, a pris le visage terrible de la guerre. C'est la Première Guerre mondiale qui gronde aux portes de Giverny. Mais qu'importe le conflit, cela aurait pu être la Seconde Guerre mondiale, cela aurait pu être la guerre d'Algérie ou la guerre en Ukraine. Que sont les événements du monde pour l'artiste quand il crée? Un tourment lointain et invisible, une rumeur angoissante, entêtante, importune. Pendant la guerre, plus que jamais, c'est dans l'art que Monet va se réfugier pour se tenir à l'écart du boucan du monde. L'atelier des nymphéas sera le havre de paix qu'il élira pour ne plus penser aux tristesses de l'heure. Mais comment ne pas éprouver de la honte de penser à de petites recherches de formes et de couleurs pendant que tant de gens souffrent et meurent sur le champ de bataille? Car ce sont exclusivement des questions picturales qui occupent l'esprit de Monet pendant les années de guerre, minuscules, complexes, torturantes, impénétrables au commun des mortels, mais essentiel, vital pour l'artiste qu'il est. Tous les matins, lorsqu'il entre dans l'atelier, Monet prend congé du monde. Il passe le seuil et devant lui, de l'autre côté de la porte, encore invisible, immatériel, c'est l'art qui l'attend. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Le bâtiment est encore dans la pénombre. Il y règne une odeur de plâtre, de colle humide, de tabac froid et d'huile de lin. La lumière, zénithale, descend du ciel et traverse l'immense verrière. Dans la brume grise et matineuse du grand atelier silencieux, un canapé traîne dans le demi-jour, volumineux, sur lequel sont jetés une robe de chambre, un chapeau, une vaste cape noire informe. Dans quelques jarres, en bouquets, des éclosions de pinceaux. D'autres brosses, plus petites, éparpillées dans des pots. Des dizaines de toiles sont posées à terre, en cercle, les unes à côté des autres. Ce sont des études réalisées d'après nature dans les mois précédents. Certaines sont très récentes. Elles ne sont pas encore retranscrites sur les grands panneaux monumentaux sur lesquels il travaille. L'atelier est un chantier,
Il y a des esquisses et des ébauches partout, par terre, posées le long des murs, en appui contre le canapé. Monet est le seul à s'y retrouver dans cet intense désordre, dans cet enchevêtrement de toiles et de peintures. La plupart des panneaux sont inachevés. Monet les reprend régulièrement, parfois longtemps après les avoir entrepris. Pour atteindre la partie supérieure des toiles, Monet utilise une plateforme, une sorte de table basse assez large, sur laquelle il se hisse. Il passe des heures là, sa palette à la main, sur son échafaudage de fortune. Monet travaille dans l'incertitude. Il ne sait pas que ce qu'il peint prendra plus tard le nom légendaire de Nymphéa. Il ignore sur le moment que le monde entier vénérera l'œuvre qu'il a sous les yeux. Il n'y a aucun moyen pour l'artiste de savoir au jour le jour, face à l'obstacle, face aux difficultés de l'heure, concrètes, de la main et de la brosse, ce que deviendra dans les siècles l'œuvre sur laquelle on bute, sur laquelle on achoppe et qu'on retouche, qu'on amende sans fin, en poursuivant, de repentir en repentir, la quête infinie d'une perfection qui ne peut être qu'illusoire. Non, Monet ne sait rien encore du grand destin aveugle qui attend les nymphéas. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier et découvre les panneaux inachevés auxquels il travaille depuis des mois, disposés contre les murs dans la pénombre. Cela peut être n'importe quel jour de 1916 ou de 1917. Ce sont des brumes, des buées, des ondes transparentes, partout des bleus mêlés de roses, des bleus mauves et des bleus plus profonds, des bleus de cobalt, des bleus nocturnes, et ici et là, un bref feu d'or qui contraste, un incendie de jaune. Les panneaux s'accumulent, s'entassent contre les murs, toujours de 2 mètres de hauteur et de largeur variable. Depuis des mois, Monet ne quitte plus son royaume. Il ne bouge plus de l'atelier, il ne reçoit plus de visiteurs à Giverny. Il ne fréquente plus les collectionneurs et les marchands, il n'a plus aucun commerce avec ses contemporains. La solitude, chez Monet, n'est pas un retrait ombrageux, c'est une condition de son art. L'âge aidant, l'impétuosité s'apaise, et c'est avec beaucoup d'égards que Monet tend maintenant le regard sur le monde qui l'entoure. Lorsque le soir il se promène dans les allées tranquilles de son jardin d'eau, à la lumière déclinante, il éprouve devant la nature un inattendu apaisement du monde. Il tire sur sa pipe et observe à distance un frémissement dans les herbes du rivage, un souffle dans les branches, une fugitive vibration de lumière à la surface de l'étang. Et c'est là son œuvre qu'il contemple. Car ce qu'il dépose, jour après jour sur la toile, ce n'est pas tant des couleurs mouillées d'huile dans leur matérialité moelleuse, c'est la vie même, dans ses infimes variations, métamorphosées en peinture. Ce que Proust avait fait avec des mots, en transformant ses sensations et son observation du monde en un corpus immatériel de caractères d'imprimerie, Monet le fera avec des couleurs et des pinceaux. Ce qui est à l'œuvre dans cette opération de transsubstantation qui occupera les dernières années de sa vie, c'est la conversion de la substance éphémère et palpitante de la vie en une matière purement picturale. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Devant lui, le long des murs, ce ne sont que paysages d'eau et de lumière, fragments de branches inclinées de saules pleureurs, reflets bleutés, ciel, transparence. Longtemps, Monet n'a eu aucune idée de ce qu'il allait faire de ces grands panneaux décoratifs
auquel il travaille depuis des années. C'est la fin de la guerre et l'intense soulagement qu'elle lui procure qui lui fera trouver leur destination finale. Le lendemain de l'armistice, le 12 novembre 1918, Monet pose ses pinceaux et prend la plume. Il écrit à Clémenceau, le vainqueur de l'heure, l'ami de toujours. Cher et grand ami, je suis à la veille de terminer 2 panneaux décoratifs que je veux signer du jour de la victoire et viens vous demander de les offrir à l'État par votre intermédiaire. Dans cette lettre célèbre, Monet ne parle encore que de 2 panneaux. Clémenceau le convainc de donner l'ensemble à l'État. Monet y consent, et les nymphéas, encore dans les limbes, toujours inachevés, sont déjà consacrés comme une œuvre de paix. De ce jour, étalé sur 10 ans, ce sera l'œuvre ultime, la dernière confrontation entre Monet et la peinture. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Nous sommes en 1918, bientôt nous serons en 1921. Monet, un instant, est figé là, à la porte de l'atelier, entre la vie et l'art. Il est à la fois arrêté dans l'image et en mouvement dans le temps. Depuis des mois, depuis des années, Monet met toute son énergie non pas à terminer les nymphéas, mais à poursuivre leur inachèvement, à le polir, à le parfaire. Même s'il n'en a pas conscience, c'est bien à l'inachèvement des nymphéas que Monet consacre les dernières années de sa vie. Ce sera l'éternelle toile de Pénélope qu'il tissera et détissera jusqu'à son dernier souffle. Car finir les nymphéas, c'est accepter la mort, c'est consentir à disparaître. Tel est le statut unique des nymphéas dans l'histoire de la peinture, une œuvre à la fois achevée et même plus qu'achevée, achevée jusqu'à l'os, avec assiduité, avec ténacité, avec acharnement, sans cesse retouchée, modifiée, corrigée, et pourtant une œuvre toujours vivante, toujours en progrès, toujours en cours de réalisation, que Monet ne lâchera jamais et poursuivra jusqu'à son dernier souffle. Jamais il ne consentira à déclarer l'œuvre achevée. Jamais, de son vivant, il ne laissera les grands panneaux quitter l'atelier pour rejoindre l'orangerie. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Les nymphéas sont encore loin d'être terminés, que Monet réfléchit déjà à l'écrin qui pourra les accueillir. Il est toujours en train de peindre, qu'il se promène déjà mentalement dans les salles encore vierges de l'orangerie et imagine un environnement total de peinture, ondes sans horizon et sans rivage, reflets aquatiques du ciel et des nuages. Monet a encore les pinceaux à la main, qu'il répartit déjà ses panneaux sur les cimaises de l'orangerie. Ici, les 4 panneaux des 2 saules et en face, reflets d'arbres. Ou plutôt là, les 2 saules, avec de chaque côté un panneau de 6 mètres. Parfois, il croit être arrivé à une combinaison de placements heureuse, mais il doute encore. Il veut voir. Alors il fait construire des chariots à roulettes, afin de pouvoir déplacer matériellement les panneaux dans l'atelier. Il veut se rendre compte dans le réel ce que donnent les différents agencements qu'il imagine. Il fait faire des essais grandeur nature et on se met à déplacer les chariots sous ses yeux. On les fait permuter, on essaye d'autres combinaisons. Clémenceau, un jour, s'annonce à Giverny. Monet a fait disposer les grands panneaux en cercle le long des murs selon l'ultime disposition qu'il a imaginée. Les 2 hommes débattent côte à côte devant les toiles, debout dans l'atelier tels qu'ils apparaissent sur les photos d'époque, gabardine, chapeau, canne, moustache tombante pour Clémenceau. Monet hésite encore, il tergiverse, il procrastine, il attermoie, il prend du recul, peut essayer autre chose, il leur donne une autre disposition, puis une autre encore, et c'est un ballet incessant de sinuosité et d'arabesque,
pour composer de nouveaux agencements dans l'atelier. Les chariots se croisent, coulissent, s'intercalent, et l'eau, le ciel, les arbres et les nuages prennent vie et se mettent en mouvement sous les yeux des deux hommes, comme d'immenses décors de théâtre qui se succèdent sur scène. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. D'année en année, le pas est plus lourd, mais les rituels ne changent pas. Dans l'atelier silencieux, il dépose sur une table basse la tasse de café qu'il a emportée avec lui de la maison endormie et jette un regard sur les grands panneaux qui l'attendent. Avant de se mettre à peindre, il nettoie ses lunettes avec soin. Il frotte chaque verre méticuleusement dans une lingette. Il remet en place un flacon sur un établi. Il réajuste machinalement ses pinceaux, réaligne ses brosses. Je connais ces rituels. Ce sont les petits rituels du matin qui précèdent le moment de se mettre à l'œuvre. Même si Monet est encore en bonne santé, même si la carcasse est solide, que le souffle est bon, il y a ce moment invisible dans la vie où l'on bascule irrémédiablement vers la vieillesse. Ce n'est pas un cap tranché que l'on franchit, où il y aurait un avant, l'âge mûr, et un après, la vieillesse, comme il y aurait une frontière nette entre la jeunesse et l'âge mûr. C'est un processus continu, insidieux, tel celui qui transforme notre visage d'adolescent en celui de vieux monsieur à barbe blanche. Quoique Monet n'ait jamais eu de visage d'adolescent, ni même d'âge mûr, la postérité l'a figé à jamais dans sa silhouette de vieillard légendaire, en chapeau et barbe blanche, dans les jardins de Giverny. Mais le pas au réveil se fait plus incertain. Il y a une douleur au genou, et bientôt à la hanche quand on descend l'escalier, une ankylose de la jambe qui ralentit l'allure et qui lui confère comme un léger boitement qu'il corrige aussitôt, qu'il essaye d'effacer. Monet traverse l'atelier d'un pas pesant. Il rejoint ses pinceaux et se met au travail. Peindre, c'est oublier ses tourments intérieurs. C'est tenir à l'écart le passage au néant dont il sent l'imminence. Car l'idée de la mort, maintenant, ne quitte plus son esprit et vient se superposer subrepticement à ses moindres pensées. Comme une loupe déformante, elle modifie la perception du monde. Elle hante tous les gestes de la vie quotidienne, des plus sacrés, lorsqu'il répartit les couleurs sur sa palette, aux plus insignifiants, quand le matin, aux aurores, la toilette achevée, il enfile avec difficulté ses chaussures au bord du lit avant de rejoindre l'atelier. Mais si Monet peut accepter l'idée de la mort comme le terme naturel de toute existence humaine, le drame qui le révolte, qui l'indigne et le met au désespoir, c'est sa vue qui se dégrade. Le brouillard commence à envahir son champ de vision. La perception des bleus s'altère. Les rouges deviennent boueux. Les formes défaillent. Les couleurs faillissent. Quelques mois plus tôt, croyant devenir aveugle, voyant le monde disparaître dans une brume brunâtre, Monet, brisé, arrêté dans son élan, doit cesser de peindre. Il demeure de longues heures assis dans un fauteuil au rez-de-chaussée de la maison de Giverny, désœuvré. Et l'idée de la mort ressurgit dans son esprit, qui accompagne chaque heure de l'inaction forcée. Le jour baisse au dehors, et l'ombre de la mort, indiscernable, gagne du terrain dans la pièce et vient enrober de son châle invisible les épaules voûtées de Monet. Les derniers examens ophtalmologiques sont désastreux. Vision quasi nulle à droite et 1/10 à gauche. Monet doit se résoudre à accepter une intervention chirurgicale. L'opération a lieu dans les premiers jours de 1923. Elle se passe mal. Monet est anxieux. Il ne se laisse pas faire. Il se débat sur la table d'opération. Il se lève. Il veut quitter les lieux et rejoindre l'atelier. En sortant de la clinique, Monet se sent prisonnier des ténèbres, emmuré derrière le gros pansement qui l'aveugle. Il manque d'air. Il ne supporte pas la compresse qui lui recouvre l'œil. Il l'arrache.
Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où encore convalescent, les jambes faibles, la poitrine fragile, il pousse prudemment la porte de l'atelier. Les lieux sont dans la pénombre, abandonnés depuis des mois. Monet a hâte de se remettre au travail après la longue interruption due à l'opération de la cataracte. Il a assez perdu de temps, il est pressé, il a bien l'intention de donner les nymphéas à l'État à la date convenue. Monet reprend ses pinceaux. Il pose délicatement une touche sur la toile. Il nuance, il accentue. Il n'est pas satisfait, il efface, il insiste, il recommence. Et là, dans l'atelier, face à la peinture qui lui résiste, face à la peinture qui se défend, face à la peinture qui se refuse, Monet s'obstine, il reprend, il retouche. Monet ne lâche plus la brosse, il pénètre toujours plus avant dans la peinture, il s'y fond, il s'y dilue. Il n'y a plus trace de son corps terrestre dans l'atelier, son esprit s'est dissous dans la peinture. Monet est devenu peinture, il est devenu paysage d'eau, fluidité, onde, souffle. Les heures passent, immobiles dans l'atelier. Elles passent dans le temps à jamais suspendu des nymphéas. Monet peut fermer les yeux et lâcher prise. Peindre les nymphéas aura été pour lui la plus apaisante des extrêmes onctions. Merci. Merci d'être là, tous. Moi, je suis ravi, d'abord de retrouver Racines du ciel et ce musée, cher à notre cœur. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes amis, mais vous avez déjà parlé ensemble, vous avez confronté. Mais là, j'ai l'impression que ce soir, c'est un arrangement. Il faut quand même expliquer ce que c'est. Mais c'est un arrangement qui est quelque chose qu'a conceptualisé Ange Leccia, c'est-à-dire un face-à-face. En général, c'est un face-à-face de deux objets. Bon, je ne vais pas vous traiter en objet, il ne faut pas exagérer, mais il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui peut sortir de cet arrangement humain, à votre avis? Il y a eu beaucoup de parties de pétanque. On a gagné des concours ensemble. On a écrit des scénarios de films qui n'ont jamais trouvé de producteur. Et voilà, chacun, on se voit souvent, on se respecte. Il y a une amitié qui s'est construite à travers Madeleine et qui existe depuis, je ne vais pas dire le nombre d'années parce que... Oui, mais par rapport à Monet, parce que quand même, ce qui nous mène ici ce soir, c'est Claude Monet et c'est en particulier les nymphéas. Donc, Jean-Philippe nous l'a dit, c'est grâce à vous qu'il s'est projeté dans Monet et dans les nymphéas. Donc c'est deux œuvres qui se répondent. Est-ce que vous racontez la même histoire tous les deux? Vous, c'est d'après Monet. Lui, c'est... je ne sais pas ce que c'est. Sur Monet, on va parler exactement du contenu, mais sur le principe. Alors, sur le principe, lorsque j'ai eu cette proposition d'écrire sur Monet, d'abord, évidemment, c'était l'occasion d'approfondir la connaissance de Monet, mais à partir du moment où j'ai commencé à travailler comme écrivain, c'était de trouver l'angle d'attaque. Et l'angle d'attaque, finalement, c'est cette image de la frontière ou du seuil, le moment précis où il entre dans l'atelier, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la vie, de l'autre côté, il y a l'art. Et cette image-là, une fois que j'ai eu cette image-là, je me suis dit, ben voilà, le texte, je vais pouvoir l'écrire, je vais pouvoir travailler là-dessus, je vais pouvoir décliner en fait cette image initiale. Alors, cette image, on la trouve dès l'incipit de votre livre. Alors déjà, il y a quelque chose qui est purement euphonique. Je veux saisir Monet là. Et puis ça revient comme un leitmotiv tout au long, vous l'avez entendu, vous l'avez tout à l'heure. Monet là,
moneda, Oui. la monnaie en espagnol. Oui. Alors, très vite, je me suis dit, c'est pas très heureux, monella, je veux saisir monella. Et j'ai réfléchi, j'aurais pu trouver autre chose, et puis je me suis dit, mais c'est ça, ça m'est venu comme ça. C'est-à-dire que la première image, phrase qui m'est venue, c'est « je veux saisir monnaie là ». Et donc il suffit après de trouver le rythme pour le dire, et je veux saisir monnaie là. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus heureux, mais c'était ma première image et je vais persévérer et la garder. Alors, je voudrais répondre à la première question sur la genèse du projet. Donc, ce travail, j'ai été invité pour faire cette œuvre, pour une exposition sur l'impressionnisme et sur Monet qui devait avoir lieu au Japon en 2021. Il y a eu le Covid, donc ça n'a pas eu lieu, c'est reporté à l'année prochaine. Mais les curateurs, les conservateurs du musée d'Orsay voulaient, en plus de leur lecture, de leur projet scientifique, demander à un artiste sa vision, son point de vue sur Monet. Et dans ce cadre-là, il y avait la volonté de faire un texte pédagogique. Donc on me dit, voilà, il faudrait trouver un critique qui écrive un texte qui explique ton projet. Et je leur ai dit, vous m'avez invité en tant qu'artiste pour avoir une vision donc de Monet. Pour l'écriture, je veux aussi que ça soit un artiste qui intervienne, que ça soit une création. Et c'est pour ça que j'ai invité Jean-Philippe. Voilà, je remets le... C'est parfait, mais en vous lisant, Jean-Philippe Toussaint, on a vraiment le sentiment qu'en permanence, vous vous projetez. C'est-à-dire que ce que vous dites de Monet, d'abord, alors on peut le dire d'autres artistes, mais on peut le dire de beaucoup de créateurs. Parce que vous-même, quand vous rentrez dans votre laboratoire, j'appelle ça comme ça, votre atelier, peu importe, vous franchissez un seuil, vous, dans la pièce qui vous sert de bureau, où que ce soit dans le monde, puisque vous écrivez un peu partout, vous franchissez un seuil. Donc, ce que fait Monet dans votre livre, tous les créateurs le font. Oui, c'est ça. J'ai très vite élargi cela. Et c'est vrai qu'à peu près à la même époque, j'écrivais un texte, un livre où le bureau avait une place très importante. Et c'est vrai que le parallèle entre le bureau de l'écrivain et l'atelier de l'artiste, je l'ai fait. Et c'est vrai que c'était une façon aussi de m'interroger plus largement que sur la vie réelle de Monet, sur laquelle je me suis beaucoup renseigné. Je voulais également élargir cela et avoir une vraie réflexion sur la création, et en particulier sur les dernières années de la création. Parce qu'en fait, ce qui m'a beaucoup fasciné, c'est comment Monet, pendant 10 ans, les dernières années de sa vie, a travaillé toujours à la même œuvre. Et il y a aussi cette intuition que je développe, c'est que finalement, les 10 dernières années de sa vie, il n'a pas travaillé à finir les nymphéas, mais plutôt il a travaillé à parfaire l'inachèvement des nymphéas. Et cette idée d'inachèvement me semblait extrêmement riche et intéressante. Oui, mais dites-moi si je me trompe, mais l'inachèvement, c'est propre à tous les artistes. Et même dans le cas des nymphéas, c'est même l'inachèvement absolu. Absolument. C'est-à-dire que ça sera toujours inachevé. Vous savez que Bonnard allait dans les musées où il y avait ses œuvres, il attendait que les touristes soient sortis de la pièce, et il sortait de sa poche gauche des couleurs chaudes et de sa poche droite des couleurs froides, et de sa poche intérieure un ou deux pinceaux, et il poursuivait l'œuvre. Et Degas faisait ça chez les particuliers chez qui il était invité à dîner. Il voulait poursuivre. Et un jour, pendant un dîner, il n'en pouvait plus. Il a dit « Je ne peux plus dîner en face de mon œuvre ». Et il a décroché un tableau, il est parti chez lui avec le tableau. En plein dîner. Vous faites ça? Non, vous ne faites pas ça. Vous. Alors, moi, je suis toujours en retard. Je voudrais répondre sur l'atelier. Moi, je pense que je fais toujours un parallèle entre l'atelier de l'artiste ou l'atelier de l'écrivain et la Corse. Parce que pour moi, l'atelier, c'est une île. C'est une espèce d'insularité. C'est une insularité mentale. Et j'ai toujours fait... pour moi, tous les artistes sont des insulaires. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin,
à un moment donné de ce recroquevillement, de cette coupure, d'être entouré, pas forcément toujours avec de l'eau, mais de pouvoir faire cette introspection. Voilà, et ça me permet de faire un petit parallèle avec la Corse. Si tous les artistes sont des insulaires, un artiste corse est un insulaire au carré. Entre autres. Vous en savez quelque chose. Vous avez évoqué le Japon. Et je voudrais y revenir parce que, en regardant vos œuvres respectives et tout ça, je me suis aperçu que finalement, le lien secret entre vous deux et Monet, c'est le Japon. Vous avez été tous deux à Kyoto, à la villa, c'est Kujoyama, oui. Kujoyama, qui était un peu la villa Médicis au Japon, un petit peu l'équivalent. Et Monet, lui, n'a pas été au Japon, mais il a été dans la tendance japonisante de la fin du 19e siècle, et il a été un très grand admirateur des estampes. Collectionneur aussi, collectionneur d'estampes. Est-ce que vous, par exemple, votre vague dans la mer, elle doit au Kusai? Alors, la vague, enfin la mer est une... Vous savez, je suis corse, donc j'ai toujours vu la mer depuis ma plus petite enfance, et notamment la plage de Nantes, mais je n'ai jamais fait œuvre. Il a fallu que j'aille au Japon, que mes amis, ou influencés par la religion shinto, par la culture shinto qui déifie la nature, et j'ai souvent vu des scènes où je voyais mes amis face à une montagne ou à une rivière ou à une cascade presque en état de recueillement divinatoire. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait regarder la nature autrement. Et lorsque je suis rentré en Corse, donc là j'ai une quarantaine d'années, j'ai vu la Corse différemment et ça m'a permis de faire cette vague, cette œuvre. Et ça m'a, pour moi, c'est hyper important de prendre conscience que c'est l'autre, que c'est l'extérieur, que c'est l'étranger qui m'a appris à regarder ce que je suis. Voilà, surtout pour nous en Corse, où on vit d'une manière assez repliée, que ça soit l'autre qui me dit ce que je dois faire, pour moi c'est hyper important. Aussi loin qu'on aille, on va à la recherche de soi, de toute façon. Tout à fait. Mais je précise quand même, parce que vous parlez de la Corse à laquelle vous revenez sans arrêt, vous qui avez été partout dans le monde, votre Corse à vous, c'est le Cap Corse, c'est Minerview, et c'est la plage de la Monte, qui était votre plage d'enfance. Oui. Donc c'est particulier. C'est particulier, mais vous savez, comme tous les Corses, même d'Ajaccio, nous on a toujours, il y a de très beaux textes d'un Ajaccien, Jean Toussaint Descentes, qui parle de ce rapport à la mer, de cet apport à l'extérieur, enfin, de cette traversée. On ne sait pas si on part, enfin, cette mer qui nous fait aller et revenir. Voilà, c'est un privilège. Moi, je pense que j'ai toujours vécu la Corse comme un privilège de raisonnement artistique et d'envie de créer. Vous savez, lorsque vous faites des livres, vos livres, ils n'existent pas s'il n'y a pas le lecteur. Donc il y a toujours besoin de l'autre. Moi, si je fais un film, si personne ne le regarde, il n'existe pas. Enfin, moi, je pense que ces allers-retours sont la construction même de la création. J'en viens au titre de votre livre, qui est un titre magnifique, hein. L'instant précis où Monet entre dans l'atelier. Je ne sais pas si pour vous c'est l'instant décisif, au sens où Cartier-Bresson l'entend, mais j'en viens à ça. Vous parlez d'une frontière à propos du seuil qu'on franchit quand on entre dans l'atelier ou dans votre bureau. Une frontière, ça sépare. Est-ce que pour vous, il y a vraiment une rupture? Parce que tel que vous le dites dans votre texte, on a l'impression que voilà, l'artiste, le créateur, entre dans un autre monde, il laisse derrière lui beaucoup de choses. Mais l'artiste, il n'est pas artiste que dans son atelier. Quand il rentre chez lui, il continue dans ses rêves, dans tout ce qu'il fait, à être un artiste. Les choses mûrissent, même si elles surgissent dans l'atelier, elles mûrissent en dehors de l'atelier. Donc il n'y a pas de frontière. Enfin, moi,
C'est une idée très lointaine que j'ai toujours eue, que le bureau de l'écrivain ou l'atelier, finalement, était un lieu de protection. Et que c'est plus généralement, on peut dire que le fait de travailler, de créer, que ce soit peindre, que ce soit écrire, protège contre le monde extérieur. Je retrouve ça, par exemple, beaucoup dans le journal de Kafka. Kafka dit très souvent combien il peut voir l'écriture comme une protection contre le monde extérieur. Et j'ai toujours eu cette intuition que le fait d'écrire me permettait d'oublier les misères de la condition humaine, de ce côté pascalien en fait, et que finalement, pour moi, c'était une image lointaine. Alors je la répète et je la développe chez Monet, mais il y a toujours eu ce moment, donc cette frontière est totalement immatérielle, bien sûr, c'est une frontière complètement immatérielle, mais l'idée de la porte ou du seuil m'importe, parce que j'aime à ce moment-là distinguer, il y a la vie d'un côté et la vie avec ses misères, et l'art de l'autre avec son côté sacré, presque le profane et le sacré. Donc c'est cette intuition-là que j'avais depuis très longtemps, je crois que j'ai vraiment développé et un peu appuyé sur le même clou, puisque les 9 paragraphes commencent par la même phrase, et puis ce qui est assez amusant, c'est que je ne m'étais pas rendu compte tout de suite que c'était presque un écho aux séries de Monet. Monet a travaillé sur la série, les bottes de foin, les cathédrales, les nymphéas bien sûr, les meules et tout ça, et que finalement je procédais en série en faisant 9 paragraphes qui commencent de la même façon. Je rappelais, il y a un écho en fait, il y a un écho aux séries telles que Monet les a développées. Vous avez cité le journal de Kafka, qui est une lecture importante pour vous. Vous vous souvenez de ce qu'il écrit le 2 août 1914 ? Oui. Il m'embouche un coin. Cet après-midi, piscine. Non, mais le matin. Déclaration de la guerre. Ah ben oui. Il faut commencer par le matin. Il a un collable. Après-midi, piscine. Non, c'est ça. Oui. Matin, déclaration de guerre. Après-midi, piscine. La guerre, vous en parlez beaucoup, par les explosions, notamment, dans votre œuvre. Quand vous êtes dans votre bulle, c'est aussi pour vous protéger de ça, parce que c'est quand même dans votre œuvre. Donc la bulle, elle n'est pas étanche non plus. Alors non, la bulle, c'est pas du tout pour me protéger. J'arrive de l'extérieur dans cette vie que décrit Jean-Philippe, dans un terme un peu que tu as dit, le monde. Tu as décrit ce monde extérieur, il y avait un terme un peu négatif, je sais pas comment. Oui, les dangers ou les misères. Oui, les misères. Moi, je ne non. dirais pas les misères, je dirais c'est la vie de tous les jours. C'est voilà. Et cette vie-là, à un moment donné, j'ai envie peut-être de la raconter. Pour moi, c'est pas l'atelier, c'est pas d'être enfermé qui me fait faire l'œuvre. C'est l'extérieur qui me précipite ou qui me pousse dans mon atelier pour raconter cet extérieur. Et dans cet extérieur, oui, je peux synthétiser des moments de violence que je vais peut-être contredire avec des moments de calme, de douceur. Oui, notre monde est fait de ces deux éléments qui, pour moi, sont presque et masculins, je dirais la guerre, et féminin, une manière de construire, de féconder, enfin quand je dis féconder, de croire en la vie. Alors parfois c'est explosif dans ce que vous faites, oui. Souvent, mais quand on est en immersion, comme par exemple dans ce qu'on vient de voir, c'est très immersif. Des explosions, elles sont de quelle nature ? Les explosions, c'est une énergie concentrée, c'est à un moment donné... Moi j'ai fait par exemple pas mal de vidéos dans des très très beaux paysages corses qui étaient, pour ainsi dire, des spots, mes spots personnels. Et c'était trop... Et je faisais une explosion. C'est-à-dire, le film commence, il y a de très beaux paysages, puis tout d'un coup, ça explose. Voilà, c'était capter cette force ou cette incapacité à rivaliser avec ce paysage ou démontrer l'énergie ou la force de ce paysage. Bon, voilà, c'est une symbolique un petit peu primaire, peut-être un peu facile, mais
voilà. Et puis l'explosion avec ses volutes de fumée, avec ses couleurs. Je pense que je suis un peu pyromane. Quand j'étais adolescent, j'étais artificier pour le Sporting de Bastia. Donc voilà, c'est des souvenirs, c'est des gènes d'enfance ou d'adolescence. En vous écoutant, je me disais parfois si vous aviez des propositions de faire un travail à partir d'une phrase. Alors je ne sais pas si vous travaillez à partir de propositions de musées ou d'institutions, ou bien ça vient toujours de vous. En principe, ça vient de moi. Moi, bon, par rapport à ce projet, je n'aurais jamais eu l'idée de faire une œuvre autour de Monet, d'invoquer Monet. Je veux dire, Monet, c'est un maître de la peinture, de l'histoire de l'art. Je ne vois pas pourquoi je me serais confronté. C'est vraiment une commande. On m'a demandé d'abord au début, par exemple, les premiers films que j'ai réalisés, je ne les ai pas du tout tournés à Giverny, parce que pour moi, aller tourner à Giverny, c'était scolaire. C'était trop collé à l'univers de Monet. Donc, vous avez un peu méprisé Giverny au départ. Ah, j'ai complètement méprisé Giverny avec son flot de touristes, de Chinois, de Japonais, d'Américains, de personnes qui passaient, de milliers de personnes qui passaient très vite dans ce merveilleux jardin. Donc moi, j'ai fait la première œuvre, je l'ai faite ici, en Corse, au calme, j'ai filmé la nature ici, voilà. Et j'ai montré l'œuvre finie aux responsables du musée d'Orsay qui ont trouvé ça très bien. Et un jour, je ne sais pas, 2 ou 3 mois après, il y a la directrice du musée de l'Orangerie qui allait à Giverny. Elle m'a dit « Mais Ange, tu n'es jamais allé à Giverny ?» J'ai dit « Non, je ne vois pas l'intérêt. » Elle m'a dit « Viens avec moi, viens avec moi. » Donc je l'ai accompagnée et j'ai eu la chance d'y aller un jour de fermeture du musée. Le musée était fermé, les jardins étaient fermés, et j'ai appréhendé, je me suis baladé tout seul. Alors j'avais pris une caméra, et tout d'un coup, j'ai été happé par le parcours, par le dessin de ce jardin, et puis peut-être par Monet lui-même. Voilà, il s'est passé. Et j'ai même pensé que j'avais été orgueilleux de faire œuvre avec mes images dans un contexte Monet. Je me suis dit non, là, il faut faire preuve d'humilité, et j'ai filmé son jardin, j'ai fait profil bas, et j'ai essayé au plus près, un peu comme Jean-Philippe quand il parle dans son livre de Monet, j'ai essayé de rentrer dans l'univers de Monet, et c'est ce qui est devenu l'œuvre, et mes belles images corses, elles sont dans un tiroir. Vous avez déjà, enfin, la peinture compte un peu, pas non plus énormément, dans ce que vous écrivez. Vous avez fait, je crois, un texte, une préface pour des gravures sur bois de Vallotton. Et puis, on trouve du Mondrian, enfin une évocation dans la salle de bain, et puis un peu de Rothko dans l'appareil photo. Bon, c'est pas non plus une présence envahissante, la peinture. Non, mais elle m'a toujours accompagné. La peinture m'a toujours accompagné. Dans mon premier livre, La salle de bain, j'étais plus passionné par la littérature, mais je me disais, je ne veux pas faire de la critique littéraire dans mes romans. Mais par contre, je peux parler de peinture et je peux faire une réflexion ou d'avoir quelques intuitions sur certains peintres. Et ça m'intéressait d'avoir une réflexion sur Mondrian, en particulier sur l'immobilité dans la peinture de Mondrian. Et donc, j'ai consacré un paragraphe à Mondrian comme ça. Mais l'intérêt, la curiosité, Madeleine s'est toujours intéressée à l'art contemporain, Madeleine, ma femme. Et on a toute ma vie, je me suis intéressé à l'art contemporain. Ange, on le connaît depuis très longtemps, mais il y a toujours eu ce désir, et le fait il y a quelques années, de me pencher sur Monet, c'était aussi, comme pour Ange, une surprise. Jamais ça me serait venu à l'idée tout seul de me dire je vais écrire quelque chose sur Monet. On m'a parlé de ça, et c'était une bénédiction, parce que finalement, c'est un artiste majeur, c'est un artiste extraordinaire, et ça m'a permis finalement de faire une réflexion sur la création artistique.
essentiellement, mais aussi sur l'âge et sur la mort. Et ça correspondait aussi à mon propre vieillissement. Ça tombait très bien. J'approchais ou j'avais tout juste 60 ans, et c'était un très bon âge pour avoir cette réflexion, la création artistique. Oui, mais la création artistique et la mort, et créer et mourir, enfin tout ça, ça me semblait... Ce qui m'a frappé dans vos deux œuvres, c'est qu'il y a le reflet vraiment du Monet de la fin, des dernières années, qui était d'une part un artiste qui souffrait d'une double cataracte, qui ne voulait pas soigner, puisque son meilleur ami Clémenceau l'obligeait à se soigner et lui refusait. Finalement, il s'est fait opérer, et quand même, enfin, on est un certain nombre à le savoir ici, la cataracte, après l'opération, on ne voit pas le monde de la même manière, et notamment la couleur. Et donc, c'est pas, s'agissant de Monet, il y a tout un tas d'études d'ophtalmologie sur le changement dans l'œuvre de Monet à la suite de son opération. Mais ce qui est intéressant, c'est que vos deux œuvres reflètent la mélancolie de Monet à la fin de sa vie, enfin dans les dernières années de sa vie. Mélancolie qui était née de la perte de sa femme et la perte de son fils, Jean. Et ça fait beaucoup quand même, ce double décès, et ça se voit. Mais je pense qu'il y a un écho dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez écrit, et aussi dans ce que vous avez filmé et montré. Je ne sais pas si c'était volontaire ou inconscient, ou si c'est une imprégnation. Vous savez, dans le Cap Corse, on est tous mélancoliques. Donc, oui. Après avoir écrit la mélancolie de Zidane, je ne pouvais pas écrire la mélancolie de Monet, mais c'est vrai que la tonalité était mélancolique. Vous étiez tous les deux prédisposés. Donc. Bon, mais alors, je voudrais dire aussi qu'on a parlé de Giverny à juste titre, mais il n'y a pas que Giverny. Il y a quand même deux lieux en métropole, et surtout à Paris, deux lieux où il y a du Monet. Il y a d'une part Marmottan, le musée Marmottan, très beau musée, qui a hérité de l'héritage de Claude Monet, puisque son petit-fils, Michel, n'avait pas de descendants, et donc il a tout légué à Marmottan. Et puis, il y a cette chose extraordinaire qui est... On va arrêter l'image, hein, sinon on va avoir le mal de mer. Là. Merci. Pardon, je t'ai coupé. Qu'est-ce que c'était? Passe. Ah bon. Et il y a aussi donc au musée de l'Orangerie, dans le jardin des Tuileries à Paris, il y a cette chose extraordinaire qui a été mise au point du vivant de Monet avec l'appui de Clémenceau, le grand ami, et qui est cette, je crois que c'est 200 mètres carrés de tableaux semi-circulaires. C'est quand même une expérience. Alors là, le côté immersif, on y est. Hein. Oui, c'est une installation, il annonce le cinéma, il annonce le Panavision, il annonce les installations que vont mettre en place après les artistes au XXe siècle. Il annonce aussi l'impossibilité de regarder une œuvre, mais de la parcourir, c'est-à-dire que c'est dans le déplacement que l'œuvre se révèle. Donc il casse même le point de vue, enfin quand il casse le point de vue, voilà, c'est complètement cinématographique. Ce lieu, l'Orangerie, ce lieu a une âme. Moi j'ai eu la chance de faire une lecture intégrale de l'instant précis où Monet entre dans l'atelier à l'Orangerie, à côté de l'œuvre de Monet, à côté des nymphéas. Quand je tendais le bras, ils étaient là, et en le lisant, je sentais comme une présence de Monet, même s'il n'a jamais travaillé là, il ne travaillait pas là, mais l'œuvre était présente, et il y avait comme s'il hantait ces lieux. C'est un endroit tout à fait magnifique, évidemment extrêmement connu, avec ces deux salles en forme de 8, hein, ce côté infini à l'horizontale, où on est pris par la peinture et par donc la série des nymphéas, qui prend tout l'espace, qui occupe tout l'espace, qui occupe tout l'esprit. Et quand on a la chance, ce que nous avons eu, de pouvoir se promener sans public, parce qu'on a fait quelques rencontres qui ont eu lieu à l'Orangerie, c'était absolument une expérience tout à fait unique. Et pour moi, où j'ai senti, ce qui m'arrive assez rarement, la présence, comme si Monet hantait vraiment les lieux.
Et moi, j'ai eu la même sensation dans son jardin. C'est pour ça que du coup, on est dans le motif. Voilà, hein. c'est dans le on motif. est vraiment dans le motif. Mais à l'orangerie, quand on est encerclé par ces peintures aussi. On est encerclé. Complètement. Alors, il y a un autre endroit à Paris. Vous n'avez pas remarqué un musée où on a cette sensation sur une œuvre d'être... alors, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il n'y a pas que cette œuvre. C'est une œuvre murale. C'est au musée d'art moderne, La Félicité de Dufy. On est cerné. Bon, alors ça va sur les plafonds aussi. Hein. Et puis c'est une fresque qui a été peinte sur le mur. Mais ça fait un drôle d'effet. Oui, ça vous a frappé quand vous y avez... Non, je n'avais pas particulièrement pensé, mais là, comme vous en parlez, oui, c'est aussi une œuvre. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté de... Ce qui est très fascinant, c'est qu'on a l'impression de se promener à l'intérieur de l'œuvre. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour moi, c'est lié à mon travail, que je n'avais pas l'impression d'être dans un musée, mais que j'avais l'impression d'être dans l'atelier. Alors que c'était l'endroit où l'œuvre était exposée, j'avais l'impression que Monet avait peint les nymphéas à cet endroit-là, ce qui n'était pas le cas, mais c'était la sensation que moi j'avais. Je sentais la création, je sentais l'artiste qui avait créé cela, et donc je sentais sa présence créatrice, en fait. Par contre, le Dufy, pour moi, c'est plus proche de la bande dessinée. Il raconte une histoire, c'est très didactique. Il raconte l'histoire de l'électricité et tout. Tandis que les Monet, on est dans un climat. C'est une climatologie, c'est une ambiance, c'est abstrait. Une sensation. Ouais, c'est une sensation. C'est qui est tout à fait impressionniste, ce que n'était pas Raoul Dufy. Mais vous avez le sentiment que, bon, le premier personnage de l'œuvre de Monet, c'est la lumière. C'est aussi le cas chez vous. Bon, est-ce que votre façon de mettre en scène de la lumière dans vos livres, dans votre œuvre, elle va être modifiée par cette expérience avec Monet? Enfin, chez moi, ça existait déjà avant. Enfin, la lumière, vous savez, on parlait des débuts. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais au lycée. C'était l'époque de Pasolini, d'Antonioni. C'était un certain cinéma d'auteur. Zabriskie Point. Un grand film. Voilà, c'était l'assassinat de Kennedy. Enfin, quand je dis l'assassinat de Kennedy, c'était des moments très forts, très internationaux. Voilà. Et ça m'a forgé une façon de regarder. J'avais la chance qu'il n'y ait pas de musée d'art contemporain en Corse. Donc ça m'a forgé un imaginaire et j'ai puisé dans le cinéma. C'est pour ça que je pense aussi que je fais des images. Voilà, j'ai trouvé un équilibre, une créativité, une façon de m'exprimer, de m'éduquer, c'était à travers les œuvres cinématographiques. Oui, ce que je veux dire, c'est que même si la lumière, le souci de la lumière était très présent chez vous, est-ce que cette expérience avec Monet va, je ne dis pas modifier, enrichir d'une manière ou d'une autre ce que vous allez faire après, à votre avis? Parce que quand on passe un certain temps avec un créateur ou avec une œuvre, il y a un phénomène d'imprégnation, déjà visuel, rétinien, et puis après, j'allais dire neurologique, cognitif. Est-ce que, dans votre cas, ça a été assez fort pour qu'il y ait une récurrence, une imprégnation? Je crois que je vais me laisser pousser la barbe. Non, je pense pas, parce que on n'est pas influençable. Enfin, disons que c'est pas de faire un film sur Monet qui va complètement... On ne parle pas d'influence, pas d'imprégnation. Non, j'ai vécu, c'est un peu comme une histoire d'amour, j'ai vécu une relation très forte avec Monet. Je pense que là, je suis ailleurs. Voilà. Mais bien sûr, il doit y avoir des restes, des réminiscences de l'influence de Monet. Mais disons que là, je ne me projette pas avec... j'ai coupé les ponts, là. Il y a des artistes qui vous ont influencé, au sens propre? Je les ai cités. Antonioni, oui. Des footballeurs, du Gazélec d'Ajaccio,
De grands artistes, oui. Cahuzac, Alfonsi, Taverny. Oui. Et vous citez non, mais quand je cite le foot, c'est aussi la Corse est une terre populaire. Moi, je suis sérieux là. Le football a été chez Jean-Philippe aussi, hein, puisqu'il a écrit un livre sur Zidane. C'est comment basculer, oui, d'une tension, de quelque chose qui est très commun à tout le monde, et comment, à un moment donné, on le fait basculer dans le champ de l'art. Et on a fait d'ailleurs au Jeu de Paume, tous les deux, une prestation autour du football. Mais pourquoi vous ne citez pas de peintre? Bon, sinon, ça va être des lieux communs. Je vais citer Mondrian, Jackson Pollock. Ce ne sont pas des lieux communs, ce sont des choix. Ce sont des choix, mais presque des choix contradictoires. J'aime autant les deux. Alors qu'un est complètement instinctif, lyrique, et l'autre est posé, conceptuel, réfléchi. Et je me suis nourri des deux, en fait. Alors, un mot sur la lumière. Oui, c'est vrai que la lumière, en fait, ce travail, ça confirme quelque chose qui m'a toujours obsédé. J'ai toujours eu l'amour de la lumière, et je me suis d'ailleurs interrogé sur le fait d'avoir cet amour de la lumière. Pour un écrivain, c'est un peu compliqué. J'ai même écrit dans un de mes romans qui s'appelle Monsieur, cette phrase « Encore qu'au mot, il lui confia qu'il préférait la lumière ». Et c'était une phrase un peu autobiographique. Il n'était pas exclu que je préfère la lumière aux mots. Et c'est vrai que pour un écrivain, travailler sur la lumière, ça m'a toujours fasciné, mais en même temps, on a beaucoup moins d'outils que les peintres. On a le vocabulaire, on a les adjectifs et tout ça, mais c'est moins approprié, c'est moins c'est un régal pour le peintre de travailler sur la lumière, de faire tout un livre sur la lumière. J'ai eu cette obsession-là. Je pense par exemple à un roman qui s'appelle Faire l'amour, où je me disais qu'un des sujets, c'était de rendre la lumière de Tokyo, la lumière de Shinjuku, en pleine nuit, avec les néons, les buildings illuminés. Ça faisait vraiment partie du sujet, que j'avais vraiment travaillé sur la lumière, en fait. Et la salle de bain, oui. C'est un livre qui a une couleur. Oui, alors très blanche, en effet. C'est très blanc. Et pour cause. Oui. Mais quand vous dites que les écrivains sont plus désarmés que les peintres pour la lumière, Virginia Woolf, par exemple. Il y en a quelques-uns, je ne dis pas, et même il y a le Quatuor d'Alexandrie, Laurence Durel. Quelqu'un disait que Laurence Durel était un des rares écrivains à pouvoir vraiment travailler sur la lumière, mais c'est quand même extrêmement exigeant, difficile de travailler sur la lumière. Oui, c'est difficile, oui. Mais ça existe. Mais c'est possible, c'est possible. Bon, Virginia Woolf, les vagues, oui, c'est ça pour beaucoup, mais ce sont plutôt des écrivains dont je vous sens plus proche, qui ne livre pas une vision du monde, mais une sensation du monde. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que d'ailleurs c'est pas incompatible. La façon d'essayer de rendre la lumière du monde, c'est aussi une vision du monde, et que cet aspect, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que c'est un défi de restituer la lumière avec des mots. Je crois que c'est un défi. Mais que ça peut aussi se marier très bien avec une vision du monde plus philosophique ou plus métaphysique. Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre de la formule par laquelle André Masson définissait l'installation d'Énéas à l'Orangerie? Il disait « c'est la chapelle Sixtine de l'impressionnisme ». Oui, enfin, c'est... Architecturalement, c'est un lieu qui preste instinctivement, quand on rentre dans cet espace, on se met en silence. Il y a un côté religieux. Après Chapelle Sixtine, je ne pense pas, parce que je ne crois pas que Monet voulait en faire un lieu divinatoire ou où on allait venir se prosterner. Je pense que, oui, on parlait tout à l'heure du rapport du spectateur au cinéma. Monet voulait donner, il y avait un geste de générosité, il voulait mettre le public face à une œuvre, et c'est le public qui allait rendre vivante cette œuvre.
Ce qui n'est pas le cas de la chapelle Sixtine, où on est écrasé, où on devient minuscule, on devient tout petit. Là, au contraire, je crois qu'on devient éponge. Enfin, l'œuvre de Monet, elle nous nourrit, elle est facile, elle est à côté, elle est à proximité, on peut la toucher. Chapelle Sixtine, on se tord le cou pour la regarder. Voilà. Monet est un précurseur de tout l'art du XXe siècle. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'a jamais cherché à faire ça. C'était pas du tout son objectif d'essayer d'une sorte d'avant-garde ou de créer des tendances, mais sa réflexion sur la lumière, sa réflexion sur l'environnement, sur le côté presque installation, est incroyablement avant-gardiste, moderne, et en cela il est complètement un précurseur. Et c'est pas du tout étonnant que les peintres abstraits américains de la deuxième moitié du XXe siècle aient été autant fascinés par l'œuvre de Monet, parce que c'est vraiment pratiquement le premier à avoir traité ce que eux ont fait de façon beaucoup plus réflexive et intellectuelle. Monet l'a fait au terme d'un parcours qui est extrêmement intéressant, parce que c'est un parcours qui est lent. L'œuvre de Monet, c'est un cheminement entre ses premières tentatives et cette dernière, où il arrive à quelque chose d'absolument comme s'il avait vécu 200 ans dans son travail, enfin, comme s'il y avait 200 ans qui séparaient ses premiers tableaux qui étaient une réflexion sur la peinture des derniers qui sont une sorte d'anticipation de ce que la peinture allait devenir. Je sais que pour revenir à la peinture américaine, Rothko, la chapelle Rothko, enfin, il y a ces références. Ouais. Mais est-ce que pour vous, je sais que pour vous, tout geste et tout acte créateur est politique, en quoi les nymphéas sont politiques? Les nymphéas ont une prise de position, on pourrait presque dire aujourd'hui, c'est presque un geste écologique. Enfin, Monet, on l'a dit, Jean-Philippe l'a écrit, n'oublions pas, on est en pleine guerre 14-18, l'Europe est en train de se détruire, de se déchirer, de s'entretuer, et tout d'un coup, Monet ne peut plus regarder les hommes, il regarde la nature, il regarde les plantes de son jardin. Voilà, les seuls éléments en qui il a confiance, ce ne sont plus les hommes. Oui, mais il faut pas oublier une chose, parce que lui-même le disait, il ne s'intéresse qu'à son œuvre, qu'à sa peinture. Je ne pense pas, non. On ne peut pas être de partout. Monet, je ne pense pas que c'est par égocentrisme qu'il a... Voilà, il a construit humblement, enfin, ou peut-être majestueusement, son jardin, son espace, et voilà, et il dialogue, le temps presse, Jean-Philippe le dit, et il n'a pas le temps d'aller ailleurs, et il s'est concentré sur ce dialogue, sur cette source d'inspiration, ce corps à corps entre le regard sur son jardin et ses peintures. On le voit dans la boucle, là où il est tout le temps en train de peindre dans le jardin. Pour moi, c'est un acte politique. C'est un acte d'économie. Parce que c'est entre 1914 et 1918, s'il l'avait peint avant. Ça aurait été toujours un acte politique. Il avait une très haute idée de son art, et c'est très touchant de voir comment il est toujours en train de... C'est un combat, description d'un combat, pour rester un peu kafkaïen. Il lutte pour se demander jusqu'où il peut aller dans la peinture, et c'est très émouvant de le voir, et cette façon dont il a consacré les 10 dernières années de sa vie à ce même sujet, et on sent qu'il a cherché à voir quelles seraient les limites de la peinture, jusqu'où il pouvait aller dans la peinture, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il a effectivement réussi à aller extrêmement loin. Puisqu'on a parlé politique, juste un mot, juste un petit rappel, une parenthèse, qui explique, entre autres, cette relation fraternelle avec Clémenceau. Monet était un républicain absolu. Oui. Tout à fait. Non, je voulais... On parlait de ces artistes
qui sont des ruminants. Enfin, Jean-Philippe, il écrit toujours le même livre, ou moi je fais toujours la même œuvre, entre guillemets. Non, mais je veux dire, Monet, lorsqu'il est face à la cathédrale de Rouen, et vous savez qu'il a arrêté parce qu'on l'a mis à la porte. Sinon, il aurait continué encore. Enfin, voilà. Oui, c'est fonction de la lumière. Hein. C'est en fonction de la lumière, et c'est en fonction de... On n'arrive jamais à aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Donc, c'est presque un fil éternel. On cherche, voilà. Et... On pourrait faire la métaphore avec Flaubert. Avec qui? Avec Flaubert, avec Gustave Flaubert, de chercher Flaubert qui toujours souffrait, n'arrivait pas à faire une sorte de phrase parfaite, et Monet va toujours ressasser, reprendre, amender. Mais beaucoup d'artistes sont comme ça. Certes, beaucoup de créateurs. mais à ce point-là, c'est tout à fait exemplaire. Ça peut être, pour Flaubert, ça peut être aussi justifié par le perfectionnisme, par la quête absolue du mot juste. C'est ça, mais il y a exactement la même chose chez Monet. C'est une sorte de perfectionnisme qui, je dirais presque, qui est au-delà du perfectionnisme. En fait, est-ce que c'est pour cela qu'il a détruit beaucoup de tableaux? Parce qu'il y a d'autres peintres qui détruisent ce qu'ils font. Mais lui, on a détruit pas mal. Remarquez, il en restait aussi beaucoup. Oui, tout à fait. Il en a détruit parce que c'était sa façon de dialoguer avec son œuvre aussi. Et après, c'était aussi quelqu'un qui avait du tempérament, qui avait un très fort tempérament et qui pouvait se fâcher avec son œuvre. Donc presque dans un rapport, presque comme si c'était un être humain, vous voyez. Et donc lui casser la gueule et le détruire. Pas commode, Monet. Sacré caractère. C'est une belle chute. Merci beaucoup.